Bonjour Christophe. Salut Julien. J'espère que tu vas bien. Mais je vais super bien. Je voudrais aussi saluer nos auditeurs et nos auditrices, toujours plus nombreux à nous suivre sur le podcast de OVNI Capital, exactement. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce que nous recevons un invité de marque. En effet, serial entrepreneur, tu vas nous raconter quelques-unes de tes expériences de vie, parce que mine de rien, c'est quand même, on a pas mal de retours des entrepreneurs qui nous demandent de donner plus de best practices, d'exemples pour qu'on puisse les appliquer dans nos propres entreprises. Cependant, tu viens pour un sujet un petit peu différent. Ensemble, on va essayer de se projeter en 2087. Rien que ça. J'ai bien dit 2087. Précisément. Donc les élections, c'est passé depuis. À un certain nombre, en tout cas. Donc, parce que en plus d'être un entrepreneur de génie, et je suis pas là pour tirer les pompes, je le pense vraiment foncièrement. C'est gentil. Christophe vient d'écrire un magnifique livre que j'ai fini hier soir, son premier roman de science-fiction, qui, à mon goût, n'est pas potentiellement si fiction que ça, et qui s'appelle Epsilon, c'est le tome 1, la fin de la souveraineté humaine. Voilà, donc avant de nous raconter l'histoire et l'impact de l'IA sur notre futur, c'est aussi un podcast un peu particulier pour moi parce que c'est la première fois que je suis du côté de l'intervieweur. Donc, un peu d'indulgence et du côté animateur. Et je vais avoir la joie de te poser plein de questions sur l'intelligence artificielle, l'intelligence collective. Et je vais donc commencer d'abord par me présenter. Donc, je suis Julien Coulon, je suis cofondateur de l'ombre de OVNI Capital. Et avant d'avoir monté ça, j'ai monté quelques sociétés dans le bas-fond de l'Internet, entre autres une qui a fait un peu de bruit qui s'appelait Cedexis, l'aiguilleur du net. J'ai eu la chance avec Mathieu de faire une petite interview il y a quelques mois de cela, qui a été racheté par un Américain qui s'appelle Citrix. Et donc toutes ces aventures entrepreneuriales, à force de me mettre sur la tronche avec les investisseurs, je suis passé du côté sombre de la force en prenant la direction générale du Crédit Mutuel et du CIC Innovation pour investir dans des startups du digital et early stage. Cependant, l'informatique bancaire, c'est pas l'informatique des startups. Et donc, quand Arnaud Laurent, donc l'autre cofondateur d'OVNI Capital, m'a proposé de rejoindre cette aventure, comme quoi j'ai sauté le pas. Et comme quoi, le financement, ça mène à tout, puisque je suis devant mon ami Christophe Cousin, ami de longue date, puisqu'on se connaît depuis... Alors, on ne dit pas, on a dit qu'on ne disait pas, mais disons le siècle dernier. Voilà, il y avait une Coupe du Monde à ce moment-là. Voilà, la fin du siècle dernier, toute fin du siècle dernier. Et on l'avait même gagné. Donc, et on s'est rencontrés donc, chez France Télécom Hébergement, qui est devenu Orange Business Service. C'était à l'époque de la création de Wanadoo. Et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on nous surnomme les vieux crocodiles du web. Donc, voilà. Donc, à l'époque, tu étais directeur marketing et je dois avouer que tu avais une capacité à expliquer simplement des choses hyper compliquées. Que tu allais vendre par ailleurs. Que j'allais vendre. Et puis, petit clin d'œil, c'est qu'à l'époque, j'avais été surpris en train d'indiquer à un prospect qu'on vendait du Java alors qu'on savait pas en faire. Et tu m'avais tapé sur les doigts, je m'en souviens très très bien. Jamais. C'est pas mon style. Bon, cependant, tu as monté 5 sociétés avec un fil rouge qui tourne toujours autour de la data, de la maîtrise de la data. Et ce que j'aime bien, et ça c'est pas étonnant que tu travailles sur l'intelligence artificielle, c'est que tu as vu comment des grands comptes utilisent nos données et les données de tout le monde. Et je pense que c'est peut-être... des fois, tu as dû faire le grand écart là-dessus. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu la création de le premier Banana Loto. Alors effectivement, donc j'aime pas tellement ce terme parce qu'il est très galvaudé, mais oui, je suis un serial entrepreneur et oui, Banana Auto, ça a été la première start-up dont j'étais dans l'équipe vraiment de fondatrice, mais surtout ça a été mon MBA de start-up. C'est là où j'ai découvert comment on pouvait gérer une société de très forte croissance, puisque ça a été le site internet qui a eu la plus grosse et la plus rapide croissance de l'internet français. Donc c'était quand même extrêmement impressionnant et comment on peut lever beaucoup d'argent très vite. C'était l'époque de la bulle internet, donc c'était vraiment MBA de start-up avec toute la caricature que ça peut être, de l'argent qui coule à flot, des recrutements à foison, des gens qui disparaissent et qui réapparaissent, et puis aussi comme Dallas, des trahisons, des côtés beaucoup plus sombres. C'était qui tes investisseurs à l'époque? Il y en avait pas mal, et il y avait des gens assez improbables comme le BCG, le Boston Consulting Group, il y avait SoftBank,
banque. Il y avait Viventure, bien entendu, le fonds de Vivendu. Et puis il y avait des business angels divers et variés. Tu as rencontré Jean-Marie Messier? Pas moi directement, mais c'est lui qui a donné son go pour la levée initiale, et ça s'était passé en 5 minutes dans sa voiture entre sûrement son restaurant et ses bureaux. Et donc c'était à l'époque où oui, on pouvait lever beaucoup d'argent en des espaces très de temps très limités, et surtout avec des documents très légers quand même. Ça faisait quoi déjà Banana Auto? Alors Banana Auto, c'était une loterie en ligne, et donc c'était sur un deal assez explicite avec les internautes, qui étaient souvent des néo-internautes. C'était le début de l'internet quand même. Donc des gens qui découvraient comment on pouvait se servir d'internet, et la promesse c'était de pouvoir gagner au loto avec une vraie grille de loto, mais c'était gratuit, et en échange de quoi on posait des questions sur est-ce que les gens ils avaient des chats, des chiens, est-ce qu'ils voulaient changer leur chaudière, leur volet roulant, et ça nous permettait d'aller personnaliser de la publicité déjà à l'époque, de la publicité qui était digitale, enfin numérique, et papier aussi. On est en quelle année là? Et là on est en 2000, et donc c'est un peu l'obligation d'inventer plein de choses. On envoyait 1 million d'emails tous les jours. Il n'y avait pas de solution de routage d'emails qui était aussi puissante que ça, donc il fallait la développer. Donc c'était l'occasion d'imaginer énormément de choses, avec toujours une collecte de données, mais qui était encore une fois explicite. On ne truandait pas les gens. Ils avaient le droit de jouer gratuitement et potentiellement de gagner plein d'argent, mais c'était en échange de la data. Donc c'était ma première vraie incursion dans le domaine de la data. Mais t'as été piqué tel un virus autour de la data, et du coup, une fois que t'as vendu Banana Auto. Alors, on l'a vendu plutôt à la casse, hein, ça a été plutôt à la barre du tribunal de commerce. Mais c'était. Aussi, ça doit être une bonne expérience à vivre. La fin d'une boîte, oui, c'était une bonne expérience, et puis surtout de voir à quel point quand c'est la fin d'une aventure, il peut y avoir des comportements humains qui sont quand même pas toujours très reluisants. Mais en tout cas, avec une grande partie de cette équipe initiale, on a créé une autre boîte qui s'appelait Café CRM, et qui travaille sur le même sillon. C'est comment on collecte des données plutôt pour des entreprises cette fois-ci, et comment on peut personnaliser des programmes relationnels divers et variés à la fin pour soit convaincre les gens sur un certain nombre d'idées, donc pousser un certain nombre de messages, et puis surtout aller vendre des produits. Et donc ça a plutôt bien marché. Donc c'était le début à l'époque, c'était les tout débuts de Microsoft CRM par exemple, qui depuis a changé de nom 3 fois, mais c'était quand même des premières briques d'applicatifs CRM, et on a vendu cette structure-là au groupe La Poste. Et l'expérience que tu avais eue de Banana Auto, ça t'a aidé à mieux positionner Café CRM? En tout cas, on avait constitué une équipe qui maîtrisait très bien beaucoup d'aspects technologiques, et qui m'a suivi, et on s'est suivi pendant des années. Et puis, oui, on avait la maîtrise de la collecte et de la gestion de grosses bases de données. À l'époque, c'était du SQL Server, on n'était pas encore au niveau de la big data, et donc il fallait maîtriser des technos qui étaient quand même assez peu développés finalement. Donc oui, ça a été l'apprentissage. Enfin, pour moi, Banana Auto, ça a été extrêmement fondateur en bien des points, et notamment sur les aspects technologiques. Ouais. D'accord. Et alors, le rachat par Mediapost? Filiale du groupe La Poste. Filiale du groupe La Poste. D'abord, moi, j'ai une affection très particulière pour le groupe La Poste, donc je trouve que c'est un groupe déjà d'utilité publique, et surtout c'est un groupe dans lequel on a confiance. C'est-à-dire que si il y avait autant de courriers qui se perdaient qu'il y a d'emails qui disparaissent, on recevrait jamais rien dans notre boîte aux lettres. Donc pour moi, c'est un groupe vraiment pour lequel j'ai beaucoup d'affection, et ça s'est bien passé. On a été à l'origine d'une filiale qui s'appelait Mediapost Multicanal, et qui avait pour objectif de faire de la surpression des imprimés publicitaires pour, améliorer le trafic, essentiellement en point de vente physique, sachant qu'à l'époque, 15% des gens qui venaient dans un supermarché, ils venaient à cause ou grâce aux imprimés publicitaires. Donc c'était un enjeu économique majeur, et la question c'était comment on pouvait modéliser des surpressions par email ou par SMS, ou des programmes relationnels plus compliqués pour améliorer encore cette efficacité. Et ça a été la première fois où je suis rentré où j'ai vendu une boîte dans un grand groupe, et m'intégrer. Voilà, j'avais une sorte d'earn-out. C'était pas exactement un earn-out, parce que c'était dans le cas du groupe La Poste, il y avait des modalités très particulières, mais oui, c'était le principe d'un earn-out. Et donc je suis resté jusqu'au bout, et j'ai été réglé les sommes qu'ils me devaient de manière tout à fait honnête. Ça a été vraiment chacun a respecté ses engagements, et on s'est quitté plutôt bons amis, quoi. Donc, ça fait plaisir, parce que oui. c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, et des earn-out qui se finissent bien, effectivement.
dans la startup nation, il n'y en a pas toujours beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et puis souvent dans les acquisitions, on a une statistique qui tourne, 85% des acquisitions se terminent en perte totale de valeur au bout d'un an. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose dans la transition. Et tu as peut-être aussi, ce sera peut-être l'occasion d'une autre session, mais de partager les best practices en termes d'intégration de boîtes. Moi, j'avais eu pas mal d'entretiens là-dessus dans le cadre d'acquisition, et c'était assez contre-intuitif de penser c'était assez contre-intuitif de penser qu'il fallait surtout que une personne de l'équipe achetée soit en charge de l'intégration avec la boîte acheteuse. Et ça, je trouve que c'était un premier conseil qui m'avait été très utile. En tout cas, juste pour le groupe La Poste et Mediapost, on a été très intégrés, et c'est drôle parce qu'après la boîte que j'ai revendue par la suite, on n'a pas du tout été intégrés. Donc j'ai vu les deux modèles, un qui est très comment on rentre dans des process qui sont assez lourds, parce que le produit de La Poste c'était pas rien, mais en même temps avec comme un gros diesel, ça met du temps, mais à la fin ça déroule. Dans un autre cas, on n'intègre pas et on laisse la parole aux entrepreneurs, mais avec une très grande autonomie, mais aussi vraisemblablement beaucoup moins de synergie. Donc j'ai vécu les deux modèles de manière très caricaturale, quoi. C'est une très bonne transition pour la partie camp de base, du coup. Voilà, donc la troisième boîte, camp de base. Donc on a quand même Banal-Auto, qui est quand même un nom assez atypique. Ensuite, on a Café CRM. Ouais. Et si mes souvenirs sont bons, tu m'avais même dit que tu avais reçu une demande de licence 4 de la part du gouvernement, parce que tu t'appelais Café CRM. Exactement. Et ils pensaient que tu étais un vrai café où tu buvais du vrai alcool. Exactement. Et on buvait bien sûr jamais d'alcool. Non, l'alcool est interdit en entreprise. Exactement. Et après, camp de base. Mais généralement, c'est pas moi qui trouvais les noms, c'était mon associé, ou des fois même sa femme, je crois. Mais on voulait, des noms un peu qui soient d'abord dont on se souvienne, et puis qui soient sympas. Et camp de base, oui, c'était mal parce qu'on a inventé avant tout le monde les CDP, ce qu'on appelle les Customer Data Platform. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais des grosses bases de données qui intègrent toute la connaissance que peut avoir une entreprise de ses clients et de ses prospects, en agrégeant plein de données qui viennent de la navigation, des cookies, des achats, des cartes de feed, des call centers. Et donc, on a développé une solution en mode SaaS qui a plutôt bien marché, et c'est assez drôle, c'est que progressivement le nom de CDP est arrivé, mais quand on l'a lancé, le nom n'existait pas encore parce qu'on était vraiment très très peu nombreux à faire ça. On a quasiment inventé ce marché-là. Donc précurseur dans l'hébergement de site internet, précurseur dans l'auto en ligne, précurseur sur la big data. Une succession de chances. Ouais, au bout d'un moment, on appelle plus ça de la chance. Mais c'est gentil. Non, mais en tout cas, c'était toujours, c'est vrai, des éléments en avant de phase, parce que quand on travaillait ensemble chez France Télécom Hébergement, on avait inventé les boutiques de commerce électronique packagées, la e-boutique. Donc il y avait des innovations qui étaient assez intéressantes. Et camp de base, donc on l'a revendu à Webedia, donc le grand groupe de communication digitale, et on est rentré dans une filiale, enfin une partie qui proposait plein de services aux entreprises, la création de contenu, du SEO, la gestion des réseaux sociaux, et notamment donc la gestion de leur base de données. C'est là où tu croisais plein de gens hyper famous. Il y avait plein de gens hyper famous, aussi bien des grands patrons hyper famous, et aussi bien des influenceurs. Non, pas des incubateurs, des influenceurs, des gamers. J'ai compris un culte, mais non, pas du tout. Et c'est là aussi où quand à l'occasion d'un certain nombre de rendez-vous avec des patrons du CAC 40, je me suis aperçu que même sur ma spécialité, ils étaient plus forts que moi, ce qui était quand même assez embêtant, quoi. C'est que la première question qu'ils posent, on se dit c'est quand même la question la plus intelligente de la journée. La deuxième aussi, et puis au bout d'un moment on dit en fait le gars il en sait aussi autant que moi, et alors que je suis censé être le spécialiste, quoi. Donc ça rassure. C'était assez impressionnant. Oui, j'ai rencontré des gens quand même extrêmement impressionnants. Et donc c'est dans Webedia où tu as eu une totale autonomie. Le modèle Webedia, c'était beaucoup de rachats de sociétés, d'entrepreneurs, et chaque entrepreneur est très très libre de continuer à vivre sa vie avec c'est une sorte, pour le coup c'est une sorte d'incubateur avec une très très grande autonomie laissée aux différents entrepreneurs, et du coup des synergies qui peuvent se faire ou pas selon les affinités quasiment business et personnelles de tous les gens qui faisaient partie de ce groupe, et avec une ambiance très start-up, très pareil, dans une très grosse accélération du temps notamment, beaucoup des choses qui doivent aller très très vite, quoi.
Ok. Bon, tu veux parler de Lucie, peut-être? Ouais, non, mais juste pour finir, comme ça, la baisse sera terminée. Et après mon earn-out chez Webedia, donc j'ai lancé une société qui s'appelait Lucie Associés, qui faisait de l'acculturation sur le Web3, parce que je cherchais un sujet un peu compliqué à défricher. Et le Web3, pour le coup, c'était bien suffisamment compliqué pour moi. Et après avoir fait ça, et notamment d'être retourné travailler sur la stratégie Web3 du groupe La Poste avec beaucoup de plaisir, j'ai eu une période où j'ai eu un peu de temps devant moi, et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment d'aller écrire. Donc, je te fais tes transitions. Absolument, magnifique. Et puis surtout sur un sujet où la data reste quand même au cœur de l'écosystème. Ouais. Donc oui, en effet. Après toutes ces sociétés, t'as été même... J'ai quelques anecdotes, mais je sais pas si tu peux les partager là, mais souvent effrayé quand même par la façon dont les données étaient utilisées par certains grands groupes. Mais tu étais aussi là pour recadrer les choses. Mais tu as parti donc sur un roman futuriste. Et alors, est-ce que je peux résumer l'histoire? Vas-y. Je vais te dire si c'est bien résumé. Franchement, déjà, j'ai hyper kiffé. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le tome 2 de 1984 comment il s'appelle déjà? Orwell. Alors, juste là-dessus, c'est très intéressant, mais la grande différence entre mon roman et Orwell, bon, outre que le talent d'Orwell, bien entendu, mais le sujet, c'est que 1984, c'est une société qui est extrêmement violente, terriblement même, mais surtout donc contrôlée par une sorte d'intelligence artificielle avant l'heure, mais surtout on ne sait pas comment les héros en sont arrivés là. Comment le pouvoir a été donné à cette intelligence artificielle. Moi, je voulais partir d'un autre point de vue, c'est que je voulais que tout soit très réaliste et d'expliquer comment progressivement on pouvait arriver à une société où les IA ont le pouvoir. Et donc ça, voilà, c'est une des grandes différences avec 84. Il y en a d'autres avec les grands thèmes de la science-fiction, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, je voulais que ça soit très réaliste. Et il y a rien dans mon roman qui est du niveau du fantastique. Tout est documenté. Et du reste, même sur mon site internet, je documente mes sources. Mais je tenais vraiment à ce que ça soit dans la trajectoire de ce que j'avais vu et entendu et compris ces dernières années. Ok, donc c'est l'histoire quand même de deux jeunes trentenaires qui tombent amoureux. Ouais. Alors la planète est un peu divisée en deux. Carrément. Avec une partie qu'on va dire plus asiatique. Carrément, asiatique. Qui ont inventé une IA qui s'appelle République. Ouais. Et puis on a une autre partie qui est plutôt occidentale, avec une autre IA qu'ils ont dénommée démocratique. Ouais. Et donc il y a des proportions, donc il y a les 9 et les 91. Mais globalement, tu as une personne du camp du 9 qui tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle The Cat, donc on sent bien le côté félin ou féline qui est du côté 91. Et donc globalement, il y a rien qui les prédestine à se rencontrer, ne serait-ce qu'à se rencontrer. Et puis c'est un peu le coup de foudre. Et donc ça se passe le 13 avril 2087. Et on se retrouve un peu dans cette situation où le coup de foudre, comment est-ce que ça va être géré par les IA? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir le détecter? Et puis, à un moment, ces deux intelligences artificielles ont un petit pont d'accès entre elles pour pouvoir communiquer. Et je vais pas non plus tout dévoiler sur le bouquin parce que franchement, j'ai vraiment pris, je le répète, un grand plaisir à le lire. Et je suis vraiment pas fan de romans en plus. Donc, et donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à garder le contact? Et surtout qu'à un moment, les deux IA décident de couper le cordon. Et donc de devenir complètement autonome. Et ça veut dire que il y a une partie qui va plus pouvoir communiquer avec l'autre partie. Ils peuvent plus se parler. Et donc, ils décident, sans savoir vraiment si l'autre va quand même prendre la même décision, ils décident de trouver un point d'accroche qui se trouve en Crète, parce que c'est globalement un no man's land, une zone un peu qui n'est plus contrôlée par les IA. Et il va leur arriver plein d'aventures. Pour se retrouver. S'ils se retrouvent. Voilà. Mais oui, exactement. L'idée, c'était de dire comment on peut déjouer un amour et qu'est-ce qu'il y a de plus irrationnel que d'être tombé amoureux. Et cet amour, il n'a pas été prévu par les IA. Donc, comment ces deux héros, ils vont arriver à se retrouver et comment ils vont aller à l'encontre d'un monde qui est basé sur de la prédiction et comment ils vont déjouer ces prédictions. Et je voulais
avoir un parti pris qui est assez différent des thèmes de la science-fiction. Dans les thèmes de la science-fiction, souvent c'est soit les IA et les robots qui se rebellent, c'est le cas de 2001 Odyssée de l'espace ou bien de Terminator, où tout d'un coup il y a une rébellion des intelligences artificielles et des robots. Et puis il y a un autre cas, et c'est le cas de 84 typiquement, où c'est des humains qui contrôlent des dictatures basées sur la technologie. Et moi, j'ai une troisième voie qui est basée sur ce que l'on vit déjà, c'est que progressivement, les humains vont confier leur destinée aux intelligences artificielles, et ils vont avoir plein de services et de bénéfices pour ça, et c'est toute l'ambiguïté de l'intelligence artificielle, mais ça sera au détriment de leur liberté. Au même titre qu'aujourd'hui, on a beaucoup de services liés mais aussi grâce effectivement aux géants de la tech, mais au détriment de notre vie privée. Donc la vie privée elle est en train d'être mise à mal aujourd'hui, et je fais le pari que demain avec les IA, ça serait nos libertés qui seront mises à mal, et que donc on sera sur une relation assez paradoxale d'être content, comme c'est le cas aujourd'hui, content des bénéfices et des avantages de l'IA, et en même temps on peut être un peu effrayé par la manière dont ça pourrait se passer, et toute cette ambiguïté est au centre du roman de voilà comment on va vivre avec ces IA qui ont un côté un petit peu magique, mais en même temps un petit peu effrayant par moment. Prenons juste le cas des disputes qui existaient dans les voitures, où souvent monsieur conduisait, madame avait la carte routière, et depuis l'arrivée de Waze et des GPS, c'est quand même la paix des ménages dans les voitures. Sauf que maintenant, je mets au défi de beaucoup de gens de savoir lire une carte et d'arriver à s'orienter. Sans Waze. Sans Waze. Les 2/3 des 18-25 ans en Angleterre, il y a une étude qui a été faite, ne savent plus lire une carte géographique. Donc, je dis, c'est pas grave, il y a Waze. Mais le jour où Waze se trompe. T'as plus de batterie. Et ben, on est perdu. Et le jour où Waze dit, pour aller à Vienne, c'est pas fait, je pensais que c'était dans la Drôme, mais c'est en Autriche, et j'ai fait 4000 km de trop. Donc, oui, ça pose plein de questions de la perte de savoir-faire. Et ça fait partie des grands enjeux existentiels, qui sont liés à l'IA. Bon, mais et après, quand on parle de l'histoire d'amour, ce que j'aimais bien aussi, et on peut assez vite se projeter, c'est que les IA avaient quand même considéré que les gens devenaient un peu fada à partir du moment où ils tombaient amoureux. Donc, ils avaient inventé les robots de l'amour. Donc, ils ont des espèces de lunettes où ils détectent les yeux qui brillent, la transpiration, le cœur qui palpite et tout ça. Et donc, à partir de ce moment-là, ils faisaient tout pour essayer d'écarter les couples le plus tôt possible, pour justement éviter que Et oui, parce que si on dit que c'est une société qui est basée sur la prédiction, il n'y a rien de plus imprédictible que des amoureux. Et ça s'explique scientifiquement, puisque il y a un neurotransmetteur qui s'appelle la noradopamine, qui est un euphorisant et qui qui donne l'occasion de faire des conneries quand on est amoureux. Et c'est un lieu commun de dire ça. Mais oui, les IA, dans mon histoire, les IA, ils aiment pas les amoureux. Et donc, ils les classent dans des gens qui vont avoir du mal à suivre. Et ça gêne l'IA qui cherche à normaliser et à dominer et à contrôler l'ensemble des humains. Et donc on est quand même dans une société. Donc si on reprend les 91, alors ils ont il y a 91% dans mon idée qui n'ont pas de travail. Et donc ils sont nourris, logés et abreuvés de séries Netflix, pour pas les nommer, de jeux vidéo, et ils sont contents. Ils sont contents parce que la culture que l'IA a insufflée, c'est que c'est le nirvana de l'humanité de ne pas travailler. Donc ces gens-là, ils vivent une vie. Ils ont même un revenu universel. Ils ont un revenu quand même universel. Un sujet qui revient, une espèce de. Et alors c'est même plus pervers que ça, c'est que le revenu universel leur permet de dépenser de l'argent, et l'argent qu'ils dépensent permet à l'IA de contrôler et d'anticiper leurs besoins, leurs attentes et tout ça, puisque l'idée, et ce que j'ai vécu moi, c'est que toutes les interactions sont l'occasion de collecter de la data et de manipuler par la suite. Donc ça, c'est 91% de la population, et 9% de la population a du travail, et ces gens-là, en fait, c'est eux qui tirent un peu les ficelles, parce que ça leur permet d'avoir un certain nombre d'avantages et de bénéfices, notamment de pouvoir voyager, par exemple. Et puis, ces deux populations, elles sont maîtrisées, contrôlées, scorées, anticipées par les IA qui leur donnent les choses à faire jour après jour. Et puis, il y a les epsilon, d'où le titre de mon roman, et les epsilon, c'est une petite, infime partie de la population qui n'est pas prédictible, soit parce qu'ils sont amoureux, soit parce que c'est des irrationnels, soit c'est des mystiques, c'est des créatifs. En tout cas, l'IA ne cherche pas à les prédire, à les contrôler, parce que elle doit, ça consomme trop d'énergie pour elle que de le faire, et donc il y a un arbitrage qui est fait, et donc elle les laisse vivre, et donc
une des thèses, mais je laisse les gens la lire, mais c'est que c'est ces gens-là qui vont aller sauver l'humanité. C'est que c'est aussi pour dire que l'irrationalité, l'imprévisibilité, l'imprévu, c'est des sensations et des comportements humains qui font toute notre richesse. Si on fait tous la même chose, ça n'a plus aucune valeur. Et donc c'est pour donner de l'espoir à ce côté très irrationnel dont l'état amoureux est l'archétype finalement à la fin, quoi. Et quand on voit quand tu catégorises sur les epsilon, assez vite, ça m'a fait penser à des statistiques sur le monde de l'entrepreneuriat, espèce de j'allais dire mafia, mais dans le sens éthique du terme, mais c'était de se dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, on voit bien qu'il y a quand même une proportion très significative d'hyperactifs, de TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, de syndrome de l'Asperger, et on sent bien que The Cat, qui est du côté des 91. Non, The Cat, elle est pylone. Donc, The Cat, elle, à la base, elle était peut-être, quand elle est née, elle était 91, mais oui, elle a été diagnostiquée epsilon et mis comme ça dans un coin de la société en disant qu'elle continue de vivre, mais on n'essaie plus de prédire ce qu'elle va faire. C'est ça. Et donc, ce qu'on ressent un peu dans ce côté-là, c'est la proportion importante de ces epsilon à essayer de think out of the box. Ah ben c'est typiquement oui, des entrepreneurs typiquement c'est forcément des epsilon, ça serait des epsilon parce que c'est des gens qui ne veulent pas suivre un chemin qui est prédéterminé et ils veulent créer, réfléchir, et c'est un des grands sujets aussi du roman, c'est qu'est-ce qu'on fait dans une société où tout est normalisé. Donc, et si les IA devaient prendre le pouvoir, on pourrait imaginer qu'elles normalisent tout. Pourquoi faire 50 t-shirts différents alors que l'IA pourrait définir quel est le meilleur t-shirt ever et le produire de manière complètement optimisée et puis le donner à tous les gens qui veulent un t-shirt ou le vendre. Donc, la normalisation, c'est bien un truc que les entrepreneurs ils n'aiment pas tellement et ils aiment bien aller à l'encontre des schémas établis et des plans de carrière établis et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que dans mon roman, il y a beaucoup moins d'entrepreneurs puisque tout est géré et centralisé, mais ça serait des epsilon, des entrepreneurs, c'est sûr. Et on décrit aussi assez bien le côté extrêmement rationnel, logique, mathématique, arithmétique de l'intelligence artificielle. Et on se dit, dans le monde dans lequel on vit, on a affaire à des gens qui ont des croyances. Alors ça peut être des croyances, des gris-gris. Et on sait tous que ça n'a aucune valeur scientifique, mais on y croit, donc c'est que ça doit marcher. Ça peut aller parfois plus loin, du côté un peu plus spirituel, avec la religion. Et assez vite, et je trouve que dans le roman, tu balayes ça, l'IA balaye la religion d'une main, et en tant qu'athée, ça fait partie, c'est des sujets qu'on n'ose même plus évoquer aujourd'hui. Et quelque part, je dois avouer que ça m'a presque rassuré si une intelligence artificielle finit par me dire est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas et est-ce que ça apporte. Ouais, c'est que dans tout ce que la révolution que pourrait amener des IA si elle contrôlait la vie politique, la vie sociale, effectivement, j'imagine que ça serait la fin des religions. Alors, pour au moins 2 raisons. D'abord parce que les religions, elles pourraient être en concurrence avec l'IA. Et pour certains, l'IA, c'est une religion, et il y a de quoi, parce que on peut comprendre qu'on soit fasciné par cet objet comme ça, absolument difficile à comprendre et à décrypter. Donc l'IA, elle veut pas de concurrence. Et puis surtout, en analysant et en expliquant tout ce qui est le monde qui nous entoure, forcément, elle met à mal tout ce qui est irrationnel, et elle a pour objectif de casser l'irrationalité. Et donc, forcément, les religions qui sont quand même basées sur beaucoup de choses irrationnelles, elles en font les frais, et dans la même lignée, elle va mettre fin aux guerres qui ont absolument vu d'un esprit mathématique. Il n'y a jamais eu de gagnant d'une guerre, donc voilà, ça crée pas de valeur, c'est au contraire la source de tellement de souffrance. Donc elle met fin aux guerres, et elle met fin aussi aux frontières qui n'ont pas de valeur à partir du moment où elles contrôlent tout le territoire, et tout ça expliquait effectivement comment l'IA en arrive là, et comment
progressivement, en essayant de tout optimiser, il y a un certain nombre de bénéfices, parce que pas de guerre, c'est forcément beaucoup de bénéfices, mais en même temps, cette normalisation, elle appauvrit la vie humaine, et même, enfin, ça pourrait être une des sources de sa propre faiblesse. C'est de normaliser tellement, au même titre que ChatGPT aujourd'hui, à force d'écrire des contenus qu'il va auto-analyser, finalement, il a un comportement qui tourne en boucle, quoi, et qui l'appauvrit. Des hallucinations. Ben voilà. Mais si je reprends la partie religion, ça me faisait penser, quand je lisais le livre, à des remarques de Laurent Alexandre, le fondateur de Doctissimo. Alors, homme à polémique, etc. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il dit qu'à partir de 2060, la science aura fait tellement de progrès que, globalement, dans notre corps, on pourra tout remplacer. Et donc, si on peut tout remplacer, on devient immortel. À partir du moment où on devient immortel, le côté précipitation de la vie, anticipation, stress, de se dire il faut que je fasse. Pourquoi ? Parce que on sait qu'au fond de nous, on a un compte à rebours qui fait qu'à un moment on va être obligé de décrocher. Et le fait de plus avoir ce compte à rebours fait qu'on, dans son analyse, qui me semble mine de rien potentiellement assez pertinente, il n'y a plus besoin de religion, puisque la religion est quand même toujours très très liée à la mort. Il n'y a plus besoin de faire des enfants, ou très très peu. On voit quand même que dans les pays développés, la natalité baisse. On est quand même passé en France de 2,1 enfants à 1,8 là récemment. Donc on voit bien que tout ça baisse. Et donc on touche du doigt un petit côté le transhumanisme. Et je voulais avoir un peu ton analyse, si je suis cohérent dans ma réflexion, parce que mine de rien, on part d'un côté scientifique de la science et de la médecine. Là, on parle des IA. On voit bien, pour être au quotidien avec des entrepreneurs qui maintenant analysent tous tes grains de beauté et te disent exactement l'évolution de tes grains de beauté et sont proactifs quant à la résolution et faire soigner tout ce qui peut être potentiellement dangereux. Est-ce qu'on va arriver vers plus de religion et l'immortalité ? Alors, pour la partie immortalité et médecine, en tout cas, la première chose, c'est que c'est sûr que l'IA, c'est un incroyable bénéfice pour la médecine et pour la R&D et pour les diagnostics et ainsi de suite. Donc, encore une fois, moi, j'essaie d'être sur un fil qui est, il y a des dangers, il y a des enjeux, mais en même temps, il y a des énormes bénéfices. Et dans le domaine de la médecine, c'est typiquement le cas. Tu veux qu'on parle des boîtes du portefeuille d'OVNI, ou Arnaud, il va encore me taper sur Tu peux. Mais en tout cas, il y a de quoi, enfin, c'est un bénéfice potentiel, et déjà le cas, incroyable. Après, dans le roman, alors je vais pas tout déflorer, mais effectivement, il y a toute une partie sur les implants et comment on peut progressivement améliorer les performances humaines. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on reste humain ? Enfin voilà, si à partir du moment où une partie de ce que je dis ou ce que je pense est contrôlé par un implant, est-ce que c'est toujours moi ? Et donc, ça ouvre des questions. Mais c'est exactement on est au cœur, et c'est rigolo, cet exemple-là que tu donnes, Julien, parce que on est au cœur de la problématique qu'il y a. C'est qu'à la fois d'incroyables bénéfices, et en même temps, on peut pas dire que se mettre un implant dans le cerveau est un acte anodin et que ça pose pas des questions existentielles, philosophiques, sociologiques. Et donc, c'est tous ces sujets-là qu'on va devoir traiter dans les prochaines années. Et c'est tous ces sujets-là qui méritent une réflexion sur comment on va traiter ces enjeux, comment on met en place des garde-fous, comment on met en place, comment les gens, on est des équipes de recherche, des sociologues, des philosophes qui vont réfléchir à tous ces impacts. Mais simplement dire je mets un implant dans un cerveau et ça va bien se passer, ça paraît un peu quand même une utopie et ça paraît un peu appauvrir le problème. Ça dépend comment tu l'expliques, parce que tu vois, on a tous des trous de mémoire et plus on avance en âge, plus on essaye de réfléchir, on se dit si l'implant me permettait d'aller consulter non pas forcément Google, mais ChatGPT pour avoir la réponse à ce que je recherche. Et puis t'as le droit aussi d'avoir des trous de mémoire. Voilà, ça fait partie des aléas de la vie. Voilà. Donc ce génie un peu fou d'Elon Musk qui veut nous faire vivre dans des moi, souterrains sur la planète Mars. À titre personnel, déjà, je veux pas aller sur la planète Mars. Déjà, si on s'occupait de sauver la Terre, ça serait déjà pas mal, parce que la planète Mars, on sait pas si on va y aller. La Terre, on sait que on est en plein dedans. Et après, vivre 200 ans, non, ça me fait pas rêver. Non, je préfère remplir agréablement ma vie d'aujourd'hui, mais j'ai pas envie du tout de vivre 200 ans avec bardé de. Occupons-nous de notre planète et notre présent.
et de notre énergie du coup. Exactement. Parce que mine de rien, dans ton roman et comme ce qu'on vit aujourd'hui, je sais plus où est-ce que je lisais ça, mais c'est vrai qu'en 2040, si on continue comme ça avec les IA actuelles, on bouffe juste 100% des ressources de notre petite planète. Et puis encore une fois, c'est toujours pareil, c'est cette paradoxe, c'est cette ambiguïté. Utiliser de l'énergie pour faire du diagnostic du cancer du sein, formidable, tout le monde sera d'accord. Utiliser de l'énergie de manière absolument incroyable pour faire des dessins de chats avec des oreilles de lapin, ça n'a aucun intérêt. Enfin, attends, c'était le débat qu'on avait en 1994 sur la partie Internet qui était censée être conçue pour transférer des informations essentielles et uniques. Voilà. On en est loin maintenant. Mais oui, c'est donc on voit bien. Mais encore une fois, c'est une tradition formidable ce que tu dis, parce que là, on voit bien que chaque fois, il y a eu un certain nombre de dérives. Internet, effectivement. Il y a un côté, enfin, on est tous les deux des super vieux crocodiles du web. Et du coup, fasciné. Enfin, moi, je reste fasciné par la puissance de l'internet. Enfin, voilà, toute l'information est disponible, et ainsi de suite. En même temps, on a bien vu les dérives que ça avait en termes de manipulation. La partie data, on voit bien les dérives que ça a eu en termes de vie privée. Donc, il y a forcément des bénéfices incroyables. Mais il faut arriver à les cadrer. Et on peut pas dire, pour l'IA, non, on peut pas, faisons fi du passé, et les mêmes gens vont avoir des comportements beaucoup plus raisonnables, et ainsi de suite. Donc, c'est formidable, mais il faut le contrôler. Et ça a été vrai pour l'Internet, il a fallu le contrôler, ça a été vrai pour les datas, et avec le RGPD, il a fallu le contrôler, et ça sera vrai pour les IA. Donc l'ARCEP, l'ARCOM, ont de beaux jours devant eux. Mais moi, je suis favorable à ça, et alors je sais bien qu'en plus pour les entrepreneurs, il y en a, ça va leur hérisser le poil, mais d'abord je suis la preuve vivante qu'on peut faire du business tout en respectant la réglementation, que le RGPD, pour pas le nommer, n'a jamais dit je dois tuer du business, il a juste dit faites-le dans un certain cadre, de la même manière que on vous interdit pas de prendre votre voiture, mais vous n'avez pas le droit de rouler sur les passages piétons quand il y a un piéton qui traverse, voilà, on en est quand même à peu près là. Et l'IA, c'est à peu près pareil, c'est quand même de dire en substance, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais faites pas n'importe quoi, et essayez de comprendre quand vous utilisez des IA. Bon, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse faire. Donc oui, moi je suis pour de la réglementation, et surtout laisser les géants du net régler eux-mêmes, les gens de la tech régler eux-mêmes la réglementation des produits et des innovations dont ils sont à l'origine. Ça peut pas. Enfin, on peut pas imaginer qu'ils vont être à ce point-là raisonnables. Il y a un côté un peu magicien quand même dans l'IA. Donc c'est exactement ça, mais c'est magique. Enfin, on en parlait l'autre jour. Discuter avec ChatGPT, c'est magique. Enfin, toi, tu me dis que tu cours en écoutant ChatGPT, et c'est magique. Non, mais il y a un côté magique. Après, la question, c'est derrière la magie, c'est quoi le truc ? Donc si c'est un tour de passe-passe de cartes, c'est une chose. Ça peut être des cas et dans le cas de l'IA, c'est plus compliqué. C'est tellement plus compliqué que le magicien qui sort quelque chose de son chapeau, lui-même ne sait pas si ça sera un pigeon, un lapin ou un vieux dinosaure desséché. Donc déjà le magicien, il a du mal à comprendre. Et puis nous, en tant que spectateurs, utilisateurs, il faut qu'on comprenne si le magicien, c'est un gars qui fait des tours de cartes, si c'est un hypnotiseur, si c'est un mentaliste, si c'est un pickpocket. Mais enfin, il faut quand même qu'on comprenne quel est son objectif. Et son objectif, pour l'instant, ils nous ont montré, ces magiciens, qu'ils pouvaient avoir des objectifs qui étaient quand même tellement pilotés par l'appât du gain, pour dire les choses poliment, qu'il était quand même prêt. OpenAI, qui était une assoce à l'origine, est passé, suite à la bascule du PDG, là, qui est parti et revenu, en société commerciale, avec des investissements. Alors certes, une valorisation phénoménale, mais là, je crois qu'ils perdent 5 milliards. 5 milliards. Ouais. Donc il va bien falloir les trouver quand même. C'est ça. À un moment, les investisseurs, ils vont dire, les amis, et ça pose plein de problèmes si c'est très cher et très payant, ils vont gagner leur vie, mais ça va faire une autre fracture numérique. Enfin, ça pose. Des systèmes de caste. Ouais, ça pose plein de questions. Au moins avec Facebook, Instagram, Snapchat & Co, c'est gratuit, mais tu sais que c'est toi le produit. Là, non seulement c'est payant, et c'est toujours toi le produit, parce que c'est toi qui l'alimente en contenu. Il y a quand même un truc qui est complètement... Moi, en tant que modèle économique, franchement, je trouve ça absolument génial. C'est génial, mais c'est presque proche de la cigarette. Ils perdent 5 milliards pour l'instant. Ouais, pour le moment. Ouais. Mais des investissements incroyables. Donc, non, moi, tout mon propos et les conférences que je donne aujourd'hui, mais qui sont basées sur mon roman, c'est il faut comprendre pourquoi ces trucs de magie, ils sont très différents des autres.
pourquoi voilà, et donc ça pose plein de sujets passionnants sur l'alignement, sur la convergence instrumentale, sur la singularité. Voilà, on a un chapeau de magicien qui est plus intelligent que le magicien. Bon, c'est quand même, ça pose des questions, quoi. Enfin, et après, pourquoi le magicien il fait ces tours-là? C'est quoi sa motivation derrière? Et c'est pas simplement de nous divertir. Vraisemblablement, ça va être un peu plus compliqué. Donc, tout l'idée, c'est on va vivre avec ces magiciens, on va vivre avec ces tours de magie. Maintenant, comment on fait pour s'y préparer, nous, en tant que citoyens, entrepreneurs, parents, mais on peut pas dire, moi, en tant que parent, je peux pas être content si mes enfants n'apprennent plus à faire des résumés et n'utilisent que ChatGPT pour réfléchir. On assiste à une perte de savoir-faire. Donc, il va falloir se préparer à cette vie avec les magiciens. Et c'est tout le sujet des conférences que je donne, c'est de dire on va y avoir droit, c'est super. Et encore une fois, je suis persuadé qu'il y a plein de choses incroyablement. Enfin, moi, je suis fasciné par la magie. Donc, quand je vois un tour de magie, je dis putain, c'est quand même dingue, quoi. Ouais, moi, quand j'ai vu ma fille commencer à jouer avec ChatGPT, Gemini Co, je me suis dit tiens, j'interviens pas, quand même, mais je vais m'asseoir à côté d'elle et je vais regarder comment elle l'utilise. Et elle est à l'EM Lyon, là, en 5e année, spécialisée IA. Elle vient d'une école de commerce, donc elle a jamais pissé une ligne de code. Codé une ligne de code. Et j'étais assez bluffé. Donc elle apprenait le langage Python. C'est-à-dire, quand tu viens d'une école de commerce, le Python, tu penses que c'est un serpent. Enfin, je veux dire, faut voir le niveau. C'est pas un serpent? Peut-être. Alligator, serpent, on regarde dans la thématique des animaux. Et en fait, je l'ai regardé et c'était assez bluffant de voir que elle reprenait les cours qu'elle avait eus avec des acronymes qu'elle n'avait pas bien saisis et elle demandait à ChatGPT bon réexplique-moi tel acronyme. ChatGPT essayait d'expliquer le truc. Elle dit non mais explique-moi ça comme si j'étais vraiment une teuteux. Elle appelle ça une teubée. Et donc là le ChatGPT lui disait bah imagine t'es un médecin, t'as 100 patients, t'en as 50 qui ont telle caractéristique, 20 qui ont telle caractéristique. Et en faisant ça, elle dit, bon voilà, ça te permet de calculer la médiane et voilà la ligne de code qui va bien. Elle fait, ok, très bien, donc ça, elle avait compris. Elle dit, bon, bah maintenant, fais-moi un exercice pour pour être sûr d'avoir bien compris et que je le code correctement. Donc elle fait l'exercice et puis elle dit, bon, bah maintenant, tu me donnes 10 questions notées sur 5 et 10 exercices et elle commence à faire les exercices et puis le premier était noté 2 sur 5. Et donc elle commence à demander à ChatGPT, mais pourquoi tu m'as mis 2 sur 5? Et comme ça, elle itérait et à la fin, franchement, j'étais bluffé par les résultats. Et tu te dis, et c'est ce qui se passe un peu plus maintenant dans les écoles, c'est tu es en train d'inverser le cours de l'histoire de l'éducation nationale, à savoir que tu apprends les cours le soir et tu fais les exercices pratiques la journée. Donc une vraie révolution au sein de l'éducation nationale. Et là, oui, je trouve que je trouve ça quand même bien sûr. assez génial. Bien sûr. Ah non, mais je pense que dans l'éducation, de pouvoir demander 25 fois, alors moi, ma dernière fille est plus jeune que la tienne, mais voilà, quand elle comprend pas ses maths, elle peut demander 25 fois à ChatGPT ou Claude ou n'importe lequel, de lui expliquer avec chaque fois une approche différente. Et ça, c'est quand même, et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est sûr que c'est quand même un énorme bénéfice. Donc oui, ce côté magique, il est très très bluffant. Tant que c'est pour apprendre des cours de maths, c'est une chose. Après, il y a plein de cas où on n'est pas capable de comprendre comment l'IA a produit son résultat, et surtout, il y a plein de cas où il est faux. Donc, et puis même, tu as des dérives. Si on reprend un sujet un peu à polémique, et je sais pas si on sera coupé, mais le cas des Gilets jaunes, il y avait un article dans le Nouvel Obs qui était très intéressant, qui expliquait que c'était une personne qui s'était émue d'une situation dans une zone de France, ça avait été relayé un peu sur son réseau, et puis l'algorithme a fait que ça relayait une autre information d'une autre personne et ils ne se connaissaient pas, sauf que ça a commencé à créer une espèce de buzz autour et l'algorithme aidant, ça a amplifié le buzz et ça a créé les premières manifestations des Gilets jaunes qui étaient pas du tout structurées, donc, mais ça a fait naître des choses qui étaient liées à l'origine et c'est là où le gouvernement a eu du mal à gérer parce que c'est la première fois que des énormes manifs étaient provoqués, non anticipables, parce que venant des réseaux sociaux et amplifiés par les réseaux sociaux. Amplifiés par les réseaux sociaux. Ouais. Donc, bon. Continuons sur nos enfants. Parce que dans l'amour, puisqu'on parle d'un roman, donc le roman d'amour, la rencontre, là où, dans ton bouquin, je trouve la rencontre un coup de foudre entre
Elio et The Cat. Elio et The Cat. Et puis, donc, Elio, on peut dire ce qu'il fait Tu peux, bien sûr. Donc, dans les IA, il faut des capteurs pour pouvoir capter le maximum d'informations. Et il y a des capteurs partout. Et comme tout élément électronique, parfois ça tombe en panne ou c'est parfois volontairement cassé en fonction de situations. Ouais. Et ils se rencontrent. Donc Elio, il est ingénieur en maintenance. C'est ça, il est ingénieur en maintenance et il est en train de réparer un de ses capteurs et il croise une jeune fille qui n'a pas ses lunettes virtuelles pour pouvoir continuer à chatter avec ses amis virtuels, etc. Mais dans la vraie vie, c'est même plus comme ça. Alors, bien sûr, c'est de moins en moins comme ça. J'espère que c'est Attends, je te montre les statistiques. Hein. La rencontre... Alors, 1930, bien sûr, Internet, on oublie. Les couples se rencontraient grâce à la famille en premier pour 22,76%. Et dans l'école pour 22%. Et puis les amis. Okay, en 74, c'est à peu près des années 70-74, les amis, ça devient 26%. Permettent la rencontre d'amour, et puis 15% la famille. Pour information, l'église, 6%. C'est quand même assez... Et c'était combien en 1930, l'église ? L'église, c'était 10%. Donc voilà. Et puis ensuite, en les années 2000, là, arrivée d'Internet, on est déjà à 5,5% en 2000. Okay, et les amis restent quand même toujours prépondérants avec 27%, le travail en second et les bars en troisième. Et puis en 2010, donc on gagne 10 ans, on est toujours ah oui, non, pardon. Et en 2001, donc en 2010, l'Internet passe de 5% en 10 ans à 20%. Donc merci Marc Simoncini et la création de Mythique, parce que franchement, c'est une façon d'avoir industrialisé la rencontre. Mais c'est encore en 2010, juste derrière la rencontre grâce à des amis et grâce à des potes. Et puis en 2011, on est kiff-kiff. Okay, et si on prend 2015, Internet explose les amis, puisque ça représente 34% des rencontres, les amis 21, le travail 10. Et 2021, on est à 53% de rencontres qui se font sur Internet. Les amis, ça descend à 16%, le travail à 8%. Et 2024, pour avoir les dernières statistiques, on est à 60% des couples se rencontrent sur Internet. Alors là... Et moi, dans mon roman, il se rencontre dans la vie réelle. Eh bien, il se rencontre dans la vie réelle pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, les rencontres dans le monde numérique sont contrôlées par les IA. Et donc, elles font en sorte que les gens se rencontrent et vont s'aimer ou vivre ensemble, mais sans tomber amoureux, ou pas trop, justement, pour les contrôler. Donc, on peut pas avoir confiance dans ce levier-là, ce canal-là de rencontre. Et puis, surtout, je voulais que ça soit une rencontre imprévue. C'est-à-dire que, comme tout ce roman, il travaille sur l'imprévisibilité et comment on peut déjouer des choses qui avaient été, sinon, anticipées et calculées par ailleurs, cette rencontre, elle devrait pas avoir lieu. Elle est improbable. Elle est improbable parce que ils vivent chacun effectivement dans des territoires différents, parce qu'ils ont il y en a un qui travaille et l'autre c'est une epsilon, donc elle a une activité différente aussi. Enfin, il faudra le découvrir dans le roman, mais c'est une rencontre qui ne devait pas avoir lieu et c'est un amour qui ne devrait pas avoir lieu. Donc toute la question, c'est maintenant qu'il est là, comment on gère? Ouais. Et c'est ça l'enjeu. Mais oui, je voulais quelque chose qui aille à l'encontre du système qui a été mis en place. Et aujourd'hui, c'est sûr que mais leur approche, les premiers moments de rencontre, c'est hyper traditionnel. C'est-à-dire que tu vois, ils s'effleurent, ils se regardent. Je ne vais pas tout dévoiler, mais j'ai bien kiffé. On est quand même loin du Tinder où je swap. Il me plaît pas. Et puis, et d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir, toi qui as des enfants, comment eux font pour rencontrer leur moitié. Je préfère pas trop savoir. J'ai ma petite idée, mais oui, ça doit sweeper beaucoup. Oui, c'est très traditionnel. Alors, il y a un grand sujet qui a été, quand j'ai écrit, parce que quand même écrire, c'est toute une aventure, hein. Mais quand j'ai écrit, il y avait un grand sujet, c'est est-ce que je vais plus loin? Tu me dis c'est fleurs, donc c'est un roman très très chaste. Mais volontairement, je voulais qu'il... Au moins, tu te retrouvais pas sur MeToo, et puis... Mais en dehors de ça, je voulais qu'il puisse être lu par ma dernière fille qui est en première, je trouvais qu'elle avait pas encore l'âge, même si je dois me faire beaucoup d'illusions, mais de lire des romans avec des scènes explicites, on va dire. Donc voilà, je voulais quelque chose, effectivement.
Mais puis peut-être casser un peu le côté qu'on constate chez nos enfants. On a déjà discuté de tout ce côté communautaire où en fait ils se rencontrent que entre eux à travers leur écran et quelque part ça me fait un peu de peine des fois de voir cette solitude. Heureusement qu'on les pousse à sortir, mais je vois la façon dont nous on pousse nos enfants à sortir versus mes parents qui surtout faisaient en sorte que tu n'aies pas le droit de sortir. Ouais, et là tu les pousses à sortir pour que tu vois et même si on reprend l'analogie sur l'énergie. Maintenant, on essaye de pousser les gens à arrêter de prendre l'avion, sauf que les voyages forment la jeunesse, développent ta capacité. Et qui veulent tous se barrer, par ailleurs. ouais, mais ils veulent se barrer en train, ils sont capables de faire... Là, je suis au bord d'une boîte et ils sont allés à un séminaire, il y avait, 400 bornes et ils sont allés à vélo, quoi. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais, donc, et là, tu te dis... Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer encore plus ces castes, déjà par ton réseau social, puisque l'algorithme fait en sorte que tu rencontres que des gens que tu connais très bien, ou en tout cas qui te ressemblent. Et moi, j'aimerais bien rencontrer des gens en Indonésie ou ailleurs qui me soient proposés. En fait, c'est jamais le cas. Et de te retrouver vraiment dans un microcosme qui te ferme les œillères. Tu peux plus voyager parce que c'est pas écologique et avec les IA, on va encore bouffer plus d'énergie, donc il va falloir encore plus économiser. Donc tu te retrouves à de la consanguinité, quoi. Et ça, de toute façon, la consanguinité sur la partie information, c'est ce qui fait les complotistes et ce qui fait toutes les dérives des réseaux sociaux. C'est que à partir du moment où tu aimes les platistes, tu vas avoir que des informations liées aux platistes, quoi. Il y a personne qui va t'apporter la contradiction, et c'est encore même pire que ça, puisque maintenant platiste, donc c'est la Terre est plate, hein. Ouais. Non, parce que moi qui fais des travaux tout le temps, je suis plaquiste plutôt, mais platiste. Et même c'est pire que ça, on sait qu'il y a plusieurs, enfin il y a des réseaux sociaux, pour pas les nommer asiatiques, dont les contenus sont différents quand ils sont pour leur propre population ou les populations occidentales. Si tu peux pas le nommer, on peut le nommer. On sait que TikTok, la loi chinoise fait que t'as pas le droit de le consommer plus de 3 heures par jour, voire pas du tout. Ouais, je connais pas le chiffre exact, mais en tout cas, et surtout que les contenus sont différents. La manière, donc c'est sûr que ce sont des outils d'influence. Bon, tout le monde le sait. Les films américains, bien sûr. l'après-guerre. Mais bien sûr. De toute façon, c'est rigolo parce que là sur une plateforme, je voyais un équivalent de Star Wars fabriqué et produit par des Chinois. Alors c'est drôle de voir quand on parle de Independence Day et compagnie, alors c'est la caricature du président américain qui se met à piloter des F-16 comme si c'était probable, et quand c'est du côté asiatique, c'est exactement l'inverse. Donc c'est aussi caricatural l'un comme l'autre. Bon, bien sûr, l'Europe, nous on est toujours à la ramasse sur ces sujets-là. Nous on régule. Mais non, c'est pas que réguler, mais tant mieux, c'est parce qu'on régule pour le coup. Mais en tout cas, oui, c'est de l'influence. Et pour en revenir, oui, c'est mon roman est chaste. Pour l'instant, je l'assume. Peut-être que le tome 2 va s'encanailler un peu. Mais non, je voulais une histoire d'amour, mais à l'ancienne, parce que aussi, c'était ça qui faisait le côté imprévisible. Et puis, parce que je voulais pas rentrer dans cette sexualisation à tout crin qu'on voit partout et qui correspondait pas à mon écriture. Mais après, peut-être que je ferai un tome 2 hyper trash. Non, mais c'est vrai que ce qui m'a pas mal marqué, c'est les rémunérations en avantages interdits. Et donc ça prouve bien que mine de rien, sous une espèce d'injonction contradictoire ou d'autocensure, en fait, tu sais que tu te sais surveiller, donc du coup tu fais attention à tout ce que tu fais, donc tu fais plus. Mais t'as quand même au fond de toi ta nature humaine qui te donne envie de faire quelque chose. Ouais. Et puis une des réflexions, mais j'ai beaucoup réfléchi et lu là-dessus, c'est assez drôle. C'est à partir du moment où il y a plus dans la société que je décris, il y a plus d'argent liquide. C'est que la crypto-monnaie qui est tracée. Il y a plus tellement de liberté, et même dans le travail que tu mènes, l'IA te dit tous les matins ce que tu dois faire. Comme dans un certain nombre d'entreprises, où on te dit tous les matins tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà, on est en train de déresponsabiliser. On va dire une entreprise n'est pas une démocratie. Non, mais en même temps, on peut quand même essayer de responsabiliser les gens. Et donc, dans une société qui est très contrainte, où on peut pas voyager comme on veut, on peut pas être informé comme on veut, on peut pas acheter ce qu'on veut. C'est quoi le luxe? C'est quoi les avantages que l'on peut espérer avoir? Et le luxe, finalement, à la fin, dans mon monde, c'est de ne plus être surveillé.
En fait, le vrai luxe, c'est d'être dans un endroit où personne va te surveiller. Et donc la question, c'est comment tu accèdes à ce luxe-là. Mais par définition, il est accessible qu'à un très petit nombre de gens. En tout cas, pas ceux qui restent chez eux à ingurgiter des séries toute la journée. Donc, si tu veux modifier les choses, faut les modifier de l'intérieur. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, l'inutile est source de créativité, même de progrès. Bah oui. J'adore. Mais oui, mais parce que l'inutile, est-ce que tu l'associes l'inutile à l'ennui? Mais oui, bien sûr, l'ennui, c'est la chose la plus formidable qui puisse exister. Quand j'étais jeune, il y avait un dessinateur qui avait un personnage qui s'appelait Mafalda. Mafalda, c'est une petite fille. Et il y a un dessin où on voit ses parents qui disent, elle fait rien, elle s'ennuie, sous-entendu, sa tête est vide. Et la bulle d'après, on voit Mafalda et il y a une énorme bulle qui est en train de représenter ses pensées, et ça foisonne de plein de choses. Et j'avais adoré cette image-là. C'est-à-dire que, mais bien sûr qu'il faut s'ennuyer, bien sûr qu'il faut débrancher son téléphone, et je suis vraisemblablement pas le meilleur exemple en la matière, mais voilà, il faut. Moi, j'ai passé des heures à m'ennuyer en voiture, et en même temps, ça me permettait de penser à plein de choses, à regarder le paysage, à connaître les plaques d'immatriculation des départements. Voilà, tout ça. Et finalement, là, on est dans une société où on s'ennuie plus, mais l'ennui, c'est aussi de la capacité d'intégrer ce qu'on a vu, comme le sommeil. Donc, moi, je trouve que c'est formidable de s'ennuyer, et au sens, en tout cas, parce que je crois pas tellement à l'ennui, enfin en tout cas moi je m'ennuie pas, mais c'est formidable de ne rien faire et de laisser son cerveau divaguer. Et ces temps-ci, moi je passe pas mal de temps à marcher, et je laisse mon cerveau divaguer, et ça m'amène à écrire. Et c'est pas en étant sur mon téléphone et à regarder des petits chats en train de se courir derrière que je vais avoir des idées. Donc je suis un fervent partisan de débrancher et de laisser son cerveau divaguer. Et c'est source de richesse. Ouais. C'est pas un mystère si nos grands patrons de Facebook et Co interdisent les écrans à leurs enfants. Il y a un moment. Non, mais là il y a quand même il y avait un reportage sur Arte l'autre jour sur TikTok où il y avait des gamins qui regardaient TikTok 11 heures dans la journée. Ça s'appelle décérébrer les gens. Il y a pas d'autre terme. Le contenu est une façon de te bêtifier. Et par ailleurs, voilà. Si c'est une volonté politique de se dire, on donne du contenu intéressant 3 heures par jour aux Chinois et le reste du monde, on donne que des contenus de gens plus bêtifiants. C'est une façon de manipuler les foules. Mais exactement. Donc, faut pas se leurrer là-dessus. Qu'il y ait une volonté ou pas, en tout cas, à la fin, les contenus sont quand même, et je maîtrise tout à fait cette grammaire des contenus pour y avoir beaucoup travaillé. Alors c'est la façon polie, on dit la grammaire des réseaux sociaux. Enfin, c'est quand même pour dire que les contenus sont très abrutissants. Ouais. Après, je voyais aussi des IA qui essayent toujours, on parle même plus d'efficacité, mais d'efficience. Là, des IA qui sont invités à s'inspirer du comportement d'enfants dans le cadre d'un jeu de labyrinthe. Parce que une IA, elle va dire, OK, il y a un labyrinthe, le point d'entrée, il est là, le point de sortie, il est là, je vais trouver le plus court chemin et fin du match. Là où les enfants en bas âge vont, OK, une fois qu'ils ont compris, voire même pas, ils vont essayer surtout de tout explorer. Et comment faire en sorte que l'IA comprenne que l'intelligence humaine, cette volonté d'être out of the box, d'être ouvert, puisse t'inviter à penser différemment. Et ça, je trouvais ça, d'en arriver au point où on va essayer d'entraîner des IA à réfléchir comme des enfants en bas âge, ça mérite réflexion. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ça mérite réflexion, forcément. En tout cas, il faut essayer de comprendre. Encore une fois, qu'on essaie de faire des algorithmes et des intelligences artificielles qui soient les plus performantes possibles, formidable. La question, c'est on en revient à mon magicien. Le magicien qui apprend à faire des tours, c'est pour faire quoi? Si c'est pour te voler ton portefeuille et ta montre dans la rue, autant qu'on le sache. Si c'est pour faire rêver les petits enfants, c'est peut-être un dessin qui est plus agréable. Donc moi, mon propos, c'est ça, c'est de dire, et c'est ce que j'explique, ce que j'essaie de mettre en scène dans le roman, c'est à la fin des fins, à quoi tout ça est destiné, et de se préparer à ça. De toute façon, c'est pas moi qui vais changer le cours du monde. Par contre, ça me semble être une mission plutôt agréable et sympathique que de se dire, et utile, que de dire,
préparons-nous à ce monde qui arrive, mais il arrive très très vite, et surtout, les puissances de calcul sont maintenant tellement énormes que elles s'associent entre elles. Mais bien sûr. Et donc en fait, ton roman là qui est déjà publié, c'est quoi? Ça date de la semaine dernière? Non, il y a un mois. Ouais. Il y a un mois. Bon, ils savent pas quand on a enregistré. Il y a un mois. En fait, ça veut dire que la puissance de calcul étant tellement colossale qu'ils sont en train de mixer des IA entre elles pour mutualiser des ressources. Et là où on se retrouve avec les 9 et les 91 avec 2 IA, République et démocratique, mine de rien, j'espère que c'est pas prémonitoire, ou sinon je vais directement acheter une maison en Crète, quoique, mais on verra. Et j'en dévoile pas plus. Mais voilà. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu as des éléments que tu voudrais nous faire partager encore Non, en tout cas, sur pas mal de points qu'on a partagés, tout ça est documenté. Donc voilà, il y a sur mon site epsilon.fr, Epsilon c'est avec un S, il y a une page ressources que je mets à jour régulièrement et qui amène sur plein d'articles, et par ailleurs, enfin ce que qui sont fascinants, qui sont hyper intéressants. C'est que c'est intéressant d'apprendre à faire des prompts, soit, mais c'est quand même vachement intéressant d'essayer de comprendre ce que nous disent les philosophes, les sociologues, les chercheurs sur le jour où une IA sera plus intelligente que nous, et ça va arriver. On ne sait pas quand, mais à la limite, peu importe, soit dans 3 ans ou 10 ans. Mais comment l'humain va réagir face à quelque chose qui sera pour la première fois de l'histoire de l'Homo sapiens plus intelligent que nous, ça vaut quand même le coup de réfléchir. Enfin, c'est des sujets intéressants. Comprendre pourquoi les IA ne répondent pas comme on espère qu'elles répondent, donc ça c'est le sujet de l'alignement, ça vaut le coup de réfléchir. Enfin, en plus, c'est des sujets qui sont quasiment ludiques. Enfin, et donc je trouve que, voilà, moi, travailler sur ces sujets-là et faire appel et donner la parole à cette contre-culture qui va à l'encontre du discours lénifiant de la Silicon Valley qui nous dit ça va super bien se passer, on va être transhumaniste, on va vivre sur Mars, comme tu disais, dans des grottes dans 200 ans, ça vaut le coup quand même de donner la parole à des gens qui réfléchissent différemment. Surtout que je vais être un peu critique avec nos amis américains, mais pour les avoir côtoyés pendant tellement longtemps, ces Américains, ils m'impressionnent toujours par leur capacité d'industrialisation. Ils savent prendre des décisions toujours beaucoup plus vite que nous. Malheureusement, ils prennent les décisions, mais ils réfléchissent après. Là où nous, en Europe, on réfléchit toujours et on décide, pas jamais, mais pas assez en tout cas. Pas assez, sûrement. Et donc... Mais voilà, peut-être que l'équilibre entre les deux, mais n'empêche, c'est des sujets qui sont tout à fait fascinants, et c'est en tout cas ce que j'essaie de partager, mise en scène dans mon roman, et via des conférences qui sont plus pédagogiques et didactiques, mais c'est des sujets, en tout cas moi je trouve tout à fait passionnants, quoi. Bon, où est-ce qu'on peut retrouver, où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Alors, écoute, puisque tu me le demandes, ça me fait plaisir de te le dire. Il est en vente dans les jours prochains. Toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Donc, c'est une sélection de librairies. Et à la commande dans les librairies. Il est bien sûr en vente sur toutes les plateformes, Cultura, la Fnac, Amazon, bien entendu. Sur Kindle. Et sur Kindle, et donc en version électronique et en version papier, pour ceux, et je pense qu'ils sont encore nombreux, qui préfèrent le papier. Bon, en tout cas, je le réitère, un roman passionnant qui se dévore et qui nous pousse à réfléchir sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle révolution. On a eu la révolution de l'Internet, du mobile, et je pense en tout cas que c'est du même niveau, et il faut s'y atteler pour pouvoir vraiment bien le comprendre, pour encore mieux le maîtriser. Merci à tous. Merci Julien, merci OVNI pour cette formidable opportunité de partager toutes ces informations, nouveautés et puis réflexions, parce que effectivement c'est des sujets qui vont nous alimenter pendant les prochaines années. Et puis l'IA, c'est quoi? C'est business, éthique, technique, et maintenant on va pouvoir rajouter philosophique. Mais c'est exactement le cas. Peut-être même lié à l'amour. Oh, tout un programme. Merci beaucoup, et puis à bientôt. À bientôt.